Dunkerque. Dunkerque en mouvement, Dunkerque et son dynamisme, Dunkerque et l'innovation, Dunkerque et la mobilité, Dunkerque et la bonne humeur, Dunkerque, territoire innovant, on en parlait avec le président Vergrit. Le CIVIM a posé ses valises à Dunkerque jusqu'à demain. Président Vergrit, merci encore d'accueillir ce CIVIM pour une fois hors les murs de Nevers. À côté de vous, les pères fondateurs de ce CIVIM, Michel Anger et Denis Thuriot, président et maire de l'agglo de Nevers et président de la mission Écotère. Alors, pour ouvrir cette conférence d'ouverture justement de la 8e édition, le sujet est « L'innovation va-t-elle sauver la planète ?» Un sujet immensément vaste et porteur également. En effet, à l'heure où les enjeux climatiques sont une priorité mondiale, cette conférence propose de questionner le rôle et l'impact de l'innovation technologique, numérique et bien évidemment sociale dans les politiques publiques au service de la transition énergétique et environnementale. Alors, comment passer des actions locales à une ambition globale? Comment mobiliser les nouvelles technologies et le numérique pour en faire des leviers efficaces et responsables? L'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé hier lors de l'intervention de notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'intelligence artificielle constitue-t-elle une nouvelle révolution pour la transition des territoires? Autant de problématiques qui seront notamment abordées à travers les différents témoignages et retours d'expérience. Et alors, tout d'abord, vous allez voir qu'on commence extrêmement fort avant les interventions de Denis Thuriot, Michel Anger et bien évidemment du président Vergrit. J'appelle Hervé Rivano, qui est professeur des universités INSA Lyon, chef de l'équipe Project Commune INSA Lyon, qui va ouvrir avec des slides, vous allez voir, cette conférence. Hervé, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation et on vous laisse le micro. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Dunkerque. Je viens régulièrement. Donc oui, vous voyez plein de logos, plein de choses. Je vais vous dire rapidement qui je suis. Mais on va commencer par répondre à la question. Est-ce que l'innovation va sauver le monde? Non. Pas toute seule en tout cas. Et vu que j'ai une petite demi-heure, je vais pas faire quelque chose de définitif. Je vais essayer de vous donner des clés, en tout cas mes clés de réflexion sur le sujet et sur comment il faut se positionner, les pièges à essayer d'éviter. Petite précaution, je ne suis pas un expert de tout. Je suis un professeur d'informatique. Je travaille sur les réseaux, j'ai beaucoup travaillé sur les smart cities, sur les mobilités. J'ai fait un peu de travail pluridisciplinaire dans différents endroits. Vous voyez quelques titres, là, que ce soit autour de la gouvernance de la ville, autour de l'impact environnemental du numérique. Donc c'est vraiment la vision d'un scientifique du numérique sur les questions politiques, sociales et environnementales qui sont posées par la technologie qui va venir. Probablement pas des réponses absolues. Je ne vais pas vous faire l'injure d'un cours sur le lien entre l'histoire du développement urbanistique, d'autant que ce n'est pas vraiment mon sujet. Mais ce slide est là pour rappeler à quel point le développement urbain s'est fait en même temps que le développement scientifique et technologique. Depuis le moment où il y a eu de la densification urbaine avec de l'ingénierie urbaine, de l'hygiénisme pour essayer de limiter les propagations de maladies, puis après avec l'avènement de la voiture individuelle, l'étalement urbain, les problématiques de transport, les problématiques de saturation des transports, et donc la science qui va avec, l'optimisation des flux et toutes les technologies qui ont suivi. Et plus récemment, on est arrivé dans l'ère du numérique. Et cette ère du numérique, elle a changé quelque chose de profond dans les villes, c'est le fait que
on peut être au même endroit, au même moment, et avoir une expérience de la ville, une façon d'habiter la ville qui est complètement différente, notamment parce qu'on a des services qui sont complètement individualisés via nos smartphones, via nos applications. Et cette diversité d'urbanité, elle ne peut pas se décorréler du fait qu'il y a eu l'avènement de l'Internet mobile, il y a eu l'avènement des smartphones. C'est difficile de mettre un lien de causalité à chaque fois. C'est difficile de dire c'est à cause d'eux que ce phénomène apparaît. Ce n'est pas à cause de la diversité d'urbanité que le smartphone apparaît, ce n'est pas à cause du smartphone que ça apparaît, mais ça vient en même temps. Et donc l'innovation et le développement urbain, on ne peut pas les déconnecter. Ça vient tout le temps ensemble. Et aujourd'hui, donc, comme ça a été dit dans l'introduction, on arrive au moment de l'intelligence artificielle, avec un gros point d'interrogation de savoir est-ce que c'est une nouvelle étape ? Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est une mode qui va passer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va transformer radicalement l'expérience urbaine, la façon de construire les villes, la façon de construire les infrastructures et les services? Et quelle va être l'influence sur vos politiques publiques? On va essayer de mettre 2-3 pistes de réponse à tout ça. Premier point, comment on en est arrivé là, à avoir cette possibilité-là? C'est qu'on a construit un continuum entre le monde physique et le monde numérique. Quand j'étais petit, ça commence à faire un petit bout de temps maintenant, on parlait de monde virtuel et de monde réel. Et c'est fini, cette histoire-là. Il y a une vraie continuité. Et cette continuité, elle vient du fait qu'on a pu déployer de la technologie un petit peu partout. Alors, il y a comment ça s'appelle, les tentatives de Smart City, l'Internet des objets, le fait de mettre des capteurs un peu partout qui mesurent l'environnement, qui mesurent l'activité et qui donnent un océan de données vraiment important à utiliser. Donc, il y a plein de listes de types de capteurs, vous les connaissez probablement, mais on a de la donnée sur un peu tous les aspects de la vie urbaine qui apparaissent, qui sont redistribués des fois sous forme de services, de cartographie, d'open data, de plein de choses. J'aime beaucoup cette illustration d'une maquette numérique où on peut voir que ça peut permettre de faciliter les dialogues avec le public, parce que la personne qui est sur la photo peut probablement ne pas être une experte en urbanisme, mais se dire, tiens, si on déplaçait telle fonctionnalité, la simulation numérique pourrait retranscrire de l'information en direct et dire, bah, finalement, c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, mais se faire sa propre opinion. Toujours est-il qu'on a beaucoup d'observations des phénomènes urbains. Elles sont hétérogènes, elles sont complexes. Et pour arriver à travailler là-dedans, la data science, puis l'intelligence artificielle nous ont donné des outils, des clés pour travailler, pour exploiter ces données. Et c'est dans cet endroit-là qu'on est maintenant. Je vais prendre un petit exemple, très simple, pour montrer la complexité des interrogations qui arrivent avec ça. Je suppose que beaucoup d'entre vous avaient été confrontés à la question de l'éclairage intelligent, savoir est-ce qu'il faut moduler l'éclairage selon qu'il y ait des gens ou pas des gens la nuit. Pour faire ça, il faut des solutions techniques, il faut des capteurs de présence de différentes sortes, il faut des unités de calcul pour savoir comment on va moduler l'éclairage, et puis il faut piloter l'éclairage aussi, différents choix. En fonction des choix qui vont être faits à ces endroits-là, des choix plutôt techniques a priori, va se dessiner une architecture de système, savoir où est-ce qu'on fait le calcul. À partir du moment où le calcul n'est pas en local, il va falloir savoir est-ce qu'il y a un réseau de télécommunications qui va transporter tout ça. Donc il y a toutes ces questions qui arrivent, qui sont finalement de l'ordre des services techniques, de savoir designer des solutions. Et puis si jamais on est dans une démarche de Smart City, où on va voir plusieurs services, on va se dire oui, mais en fait, je ne vais pas déployer ça tout seul, je vais le déployer dans un contexte. Donc mes capteurs, ils vont peut-être avoir plusieurs utilités pour la même chose, où je vais avoir des capteurs qui font plusieurs choses, dont une partie va me permettre de piloter mon éclairage. Et puis, l'éclairage, c'est quand même une infrastructure qui est assez dense dans une ville. Donc je vais peut-être profiter de la densité de déploiement pour faire autre chose avec, mettre des capteurs de pollution, avoir beaucoup d'informations dessus. Et puis, ça ne sert pas qu'à faire de la modulation, puisqu'on a une information sur l'état du système, on peut faire de la maintenance prédictive, et là, avoir une approche un peu plus économe, que ce soit financièrement ou écologiquement, en se disant, je peux peut-être modérer l'impact de mon infrastructure parce que j'ai de la donnée dessus. Puis quand on en arrive là, il faut se dire, oui, mais il faut réfléchir un petit peu, parce que certes, je vais baisser la consommation d'énergie, certes, je vais faire de la maintenance prédictive, mais je vais quand même déployer de la technologie pour faire ça. Donc il y a un coût à prendre en place, un CAPEX, financier,
et environnementale, parce que la technologie n'est pas, même si elle n'est pas toujours produite chez nous, elle coûte quand même à la planète. Et donc il faut savoir faire la balance entre cette technologie qu'on va déployer et puis les gains qu'on va avoir derrière. Et puis ces gains-là, il faut aussi les voir dans le temps, parce que évidemment, si on a une infrastructure d'éclairage qui fonctionne bien, on ne va pas la détruire pour en mettre une qui marche un petit peu mieux. Ça serait vraiment pas rentable, probablement. Par contre, si on est sur une jouvence programmée de ce système d'éclairage, peut-être que là, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus pour en avoir une plus performante juste à ce moment-là. Donc il faut se poser ces questions qui commencent à devenir un peu plus complexes et pas que techniques. Et puis il y en a une qui est vraiment problématique, c'est que toute la technologie, l'Internet des objets, les capteurs, ça a une durée de vie qui n'est pas la même que celle d'une infrastructure d'éclairage. Et cette hétérogénéité de durée de vie, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, y compris pour des services techniques. Mais donc là, on est sur les enjeux techniques. Très bien. Il y a des gens qui sont très forts pour travailler là-dedans. Et puis, si on fait ça, c'est parce qu'on est dans une démarche probablement un petit peu environnementale. On veut diminuer la consommation d'énergie. Ou on veut peut-être aussi travailler sur la pollution lumineuse et l'impact sur la biodiversité. Donc très bien, on a ces enjeux-là. Ça peut peser dans la balance pour déployer ça. Et puis on va se dire, oui, mais l'éclairage, ça sert à autre chose. Ça sert notamment à des questions de sûreté. Il y a la question du sentiment de sécurité des gens. Ce n'est pas la même façon d'entrer dans une rue si elle est complètement éclairée, si on est à Shibuya ou à Times Square, ou si on est dans une rue qui ressemble à une introduction d'un polar complètement obscur. Donc ça, c'est plutôt sur la question de l'acceptabilité de la population. Et puis il y a la sécurité réelle. J'aimerais pas être le maire qui décide de couper la lumière et puis qu'il y a un accident juste derrière. Un accident de la route. Et même si le chauffeur est alcoolisé et qu'il roule trop vite, il y a des chances que toute l'opposition se fasse beaucoup de polémiques sur cette question-là. Donc c'est pas simple à gérer d'un point de vue purement politique même là. Et puis il y a la question plus classique de si on a de la vidéosurveillance, il faut de la lumière pour que ça fonctionne, sinon c'est pas très utile. Donc il y a ces questions de sécurité, de sûreté, qui sont aussi assez techniques, mais qui ont des liens politiques. Et puis il y a la question du confort urbain, simplement, de savoir comment je vais designer mon système. C'est du design urbain, pour le coup, là, de savoir est-ce que je veux que les gens aient un horizon devant eux, ou est-ce qu'ils soient dans un cocon de lumière et puis entourés par l'obscurité. Ça peut être des choix différents, ça peut être des acceptabilités différentes. Puis voilà, des choix techniques sur comment ça avance. Et puis il y a une question qui amène plus sur la notion de la vie privée. C'est que si on a une bulle de lumière autour de soi qui nous suit, ça peut être très confortable, mais en même temps, on peut être suivi, ou avoir le sentiment d'être suivi, et avoir un rejet complet de la technologie qui s'opère dans la société. Tout ça, j'imagine que ces enjeux-là, vous les avez déjà rencontrés. Je les rappelle juste pour mettre le point sur le fait qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il n'y a pas un choix technique évident. Il n'y a que des arbitrages qui sont complexes parce qu'ils mélangent des choses de différentes natures et qui sont situés. Parce que l'arbitrage va être différent à un moment ou à un autre, dans une rue, dans une autre, dans une ville ou dans une autre. Et ça, pour le coup, c'est plus du tout une question technique, c'est une question purement politique. Et c'est à vous de jouer, c'est plus à moi. Il faut juste avoir la conscience de tout ça. Et puis bon, c'est le sujet, quoi. C'est la tarte à la crème, il faut parler d'intelligence artificielle. Et avant de parler d'intelligence artificielle, je voudrais parler d'intelligence. Il y a un petit sujet qui me préoccupe depuis que j'ai commencé à travailler sur les villes intelligentes, c'est cette notion d'intelligence. En français, elle porte tout un fond anthropomorphique, et quand on cherche des illustrations sur l'intelligence artificielle, comme celle qui est sur l'image là que j'ai générée avec ChatGPT, avec le prompt qui est écrit en dessous, là, on a toujours des images d'androïdes, d'humains, de cerveaux. Parce que l'imaginaire qui est porté par le terme intelligence, c'est celui de l'homme, c'est celui de la compréhension, c'est celui de l'adaptation. Et c'est très faux. Dans le terme anglais qu'il y avait dans Smart City, le terme de smartness, traduit mal par intelligence en français, le concept de smart vient de la littérature cybernétique, pour le coup, et il ne porte pas du tout les mêmes imaginaires. Il porte l'imaginaire de la résilience, celui de j'ai un système, il est perturbé, soit il subit un choc, soit il subit une modification de son environnement, et il s'adapte. Enfin, il réagit. C'est pas la même chose. Et donc il va essayer de rester en fonctionnement, malgré les perturbations, malgré les modifications d'environnement,
mais sans comprendre ce qui se passe, sans comprendre nécessairement ce qui se passe. Et puis, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un très grand domaine, je vais vous le montrer juste après. Dedans, en fait, ce dont on parle souvent, c'est plutôt du machine learning, de l'apprentissage automatique, qui est un sous-domaine de l'IA, où ce qui se passe, en fait, c'est du calcul statistique sur les données. Calcul statistique très complexe, très lourd, très fort, mais du calcul statistique, donc du calcul de probabilité sur des données. Il n'y a toujours pas de compréhension. Il y a une capacité de prédiction dans l'espace des données qu'on a fourni en entrée, une capacité de réplication de ce qu'il a déjà vu, une capacité d'hybridation. Et en ça, ça ressemble beaucoup au processus d'innovation, où finalement, on ne fait que répéter, hybrider, modifier à la marge ce qu'on a déjà vu, pour essayer d'adapter et d'avancer pas à pas. Donc ça ressemble un petit peu à ça. On ne comprend toujours pas, en fait, dedans. Et puis, on gère des villes, donc on gère des sociétés humaines en particulier. Et donc il faut être conscient des limites des approches qui sont complètement technocentrées. Parce que c'était finalement l'échec des politiques de Smart City au début. La première vision de Smart City, celle portée par IBM et Cisco au départ, qui était on va faire un système complètement automatisé avec des capteurs et de l'intelligence de partout. C'était pas intelligent, pour le coup, parce qu'il y avait des gens au milieu. Par contre, quand on commence à prendre en compte la question humaine, là, on commence à arriver à faire des choses intéressantes. Et on a cette profusion de données à exploiter qui concerne aussi l'activité humaine. Et il faut se doter des outils pour être capable de les exploiter intelligemment. En se posant toujours la question, est-ce que je suis en train de mesurer et d'analyser ce qui se passe, ou est-ce que je suis en train de comprendre et de modéliser? Le premier peut être fait par une machine, le deuxième plutôt par des experts. Et c'est là la frontière, et là où parfois on glisse d'un côté sans se rendre compte qu'on va un tout petit peu trop loin. Alors juste très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours sur l'IA, je serais bien incapable en plus, mais le message c'est attention au marketing. Attention, je suis désolé pour tous les exposants, faites attention aux mots valises qui vendent un petit peu trop. L'IA, c'est un domaine très très complet, très très riche, en tout cas, avec des utilisations et des enjeux très variables. Les IA génératives, qui sont le gros sujet dont on va parler un petit peu aussi, c'est un cas très très particulier de tout ça. Mais dans l'IA, donc il y a une partie de l'IA qui n'est plus trop à la mode, là, qui était tous les systèmes experts. Dedans, il y a l'apprentissage automatique, et avec plein de techniques, dont certaines que vous avez probablement déjà utilisées et qui ont appris en faisant du Excel. Ça, là, c'est cette courbe où on a des points. En fait, grosso modo, on a un modèle, donc on sait ce qui se passe, et puis on a des expériences qu'on a mesurées, puis on est capable de caler un modèle, les paramètres du modèle. C'est notamment ce qui se passe quand on fait des choix de route dans l'optimisation de la mobilité. C'est un peu plus compliqué qu'une droite, mais c'est exactement la même situation. Donc ça, c'est de la régression, et c'est dans l'apprentissage automatique. Et puis il y a ça qu'on connaît tous, là, de la classification d'images. Donc ça c'est rigolo, c'est les chiens et les chats, mais en fait finalement on s'en sert tout le temps, notamment quand on fait de l'éclairage intelligent, c'est qu'on suit des gens, et donc probablement il y a une caméra qui fait de la classification. Dans l'apprentissage automatique et dans l'IA, il y a trois grands domaines, trois grandes familles de techniques. Il y a l'apprentissage non supervisé, ça veut dire j'ai plein de données, je ne sais rien sur ces données, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Par contre, je suis capable de dire ces deux données, elles se ressemblent un peu. Ou pas. Et à partir de là, on va pouvoir analyser ça. C'est notamment quelque chose qui peut être utilisé pour exploiter les traces de mobilité de cyclistes et se dire, tiens, il y a des paquets de comportements, je vais corréler ça à des infrastructures urbaines. Puis il y a l'apprentissage supervisé, c'est celui qu'on connaît le plus, notamment c'est là où il y a le deep learning, l'apprentissage profond, les réseaux de neurones, où là, il faut qu'on ait beaucoup de données au départ, qu'on est capable de qualifier, où on sait dire ce qu'on veut sur ces données-là. On sait qu'il y a des chats et des chiens, on sait qu'il y a des textes qui ont du sens ou pas du sens, et on va faire de la classification. Et puis il y a une troisième approche que j'aime bien aussi, qui est l'apprentissage par renforcement, où là on va essayer de calculer une stratégie. Et c'est pareil, on ne sait pas dire si une action est bonne ou pas, on ne sait même pas vraiment dire ce que c'est une action. Par contre, ce qu'on est capable de dire, c'est est-ce que le système il est dans un état qui est satisfaisant ou pas satisfaisant. On a une métrique là-dessus, et en fait on va juste dire au système, ça, les choix que tu as faits, ils ont plutôt un bon impact ou un mauvais impact, et puis on va le faire plein de fois. C'est un peu comme un chien, on va lui dire assis, il ne comprend rien, au bout d'un moment, il s'assoit, on lui donne un sucre, il est content, il recommencera. C'est à peu près la même idée. Et quand on parle d'intelligence artificielle générative, les ChatGPT et les cousins,
C'est pile entre les deux, entre le supervisé et le renforcement, ça utilise les deux. Ça, c'est juste pour vous dire que les IA génératifs, ça date d'avant les IA génératifs de texte et tous les chatbots. Et notamment, il y a ce site web This Person Does Not Exist que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé en cours depuis quelques années, qui génère automatiquement des images très réalistes de gens qui n'existent pas. Donc maintenant, on fait beaucoup mieux avec des vidéos, évidemment, mais avec tous les risques de deepfake qui vont avec, et toute cette question-là de savoir est-ce qu'on va favoriser l'émergence d'outils comme ça qui peuvent aussi avoir des conséquences dramatiques pour la société. Et puis il y a donc le gros sujet du moment, les langages de modèles larges, les LLM, qui arrivent d'un contexte très ancien. L'origine quasiment de l'intelligence artificielle, ça remonte à Alan Turing, c'est le traitement automatique des langues, avec ce fantasme ou cette volonté d'être capable d'encoder la structure du langage ou la façon dont on apprend le langage ou dont on le traite, avec toutes les notions de proxémie, de grammaire, de vocabulaire, etc. Et ça a progressé, mais ça patinait pas mal. Et puis, début 2000, il y a l'innovation du moment, le gros changement, c'est les transformers, c'est le T dans GPT. Et ce que je veux juste vous dire, c'est que cet outil-là, ce que ça fait, ça prend un contexte. Cette notion de contexte, vous avez dû en entendre parler si vous avez regardé les LLM. C'est grosso modo le prompt et puis tout. J'ai fait une bêtise. Et puis tous les textes qu'on a donnés à l'intelligence. Et en fait, ça va juste prédire la suite. Quel est le texte le plus probable qui va arriver derrière? On va lui dire il fait beau et il va nous dire probablement c'est plus chaud que voiture. Grosso modo, c'est ce niveau-là. Ça reste un calcul statistique, un calcul de probabilité. Il n'y a toujours aucune notion de compréhension. Et notamment quand on parle d'hallucination, on revient à l'imaginaire humain. Et il faut faire très attention à ça, parce qu'en fait, c'est juste un calcul de probabilité qui s'est mal placé. On a mal lancé les dés. En gros, c'est un cadavre exquis géant. On a un texte, et puis à chaque fois, on rajoute un petit bout, et puis on a une fenêtre glissante qui va enlever des morceaux. Un gros cadavre exquis. Pour faire ça, il a fallu entraîner ces systèmes-là sur des quantités colossales de données. Mais vraiment colossales. Avec des questions complexes, comme à qui étaient ces données? Les patrons de ces boîtes-là ont ouvertement admis qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait sans avoir violé la loi. Problématique. La question des droits d'auteur. Et puis, plus pour des utilisateurs, le vrai problème qui se pose, c'est la question du plagiat caché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez une intelligence artificielle générative, qu'elle sort quelque chose, que ce soit un texte, une image ou du code informatique, potentiellement, il y a du texte, de l'image ou du code qui appartient à quelqu'un d'autre. Et c'est vous qui êtes responsable de l'utilisation de ça. Ce n'est pas la machine qui va se prendre une amende parce qu'elle a fait du plagiat, c'est vous. Donc il faut être en capacité d'avoir du recul sur la sortie de ces outils-là, qui sont très performants, mais qui sortent des choses qui peuvent être problématiques. Il faut être prêt à réagir à ça, en particulier quand on contrôle la loi. Et puis il y a la question du coût énergétique, de l'impact et de la propriété de ces infrastructures-là. Juste pour vous donner l'ordre de grandeur, le premier ChatGPT qui est tout petit, qui a un 1 par rapport au ChatGPT 5, le coût énergétique de l'entraînement du système, c'est 245 années de consommation énergétique d'un foyer américain. C'est pas tout petit. Et puis il y a la question des biais. C'est une tarte à la crème. Dès qu'on parle d'IA, il faut parler des biais qui sont issus des données. Et on se dit, là, ils ont pris tout ce qu'il y avait sur Internet, donc il n'y a plus de biais. Eh bien si, parce qu'Internet, c'est une société, certes numérique, mais qui vient de l'humain. Et en fait, il y a des biais sur Internet, il y a des biais énormes, notamment de géopolitique des langages. Il y a des langages dominants et des langages dominés, ce qui représente la géopolitique réelle, mais qui la renforce aussi. Et il y a des langues qui ne sont quasiment absentes d'Internet, et donc qui sont très minoritaires dans les LLM, et ça pose des questions culturelles, en particulier quand on travaille sur la francophonie. Bon, je vais aller très très vite là-dessus, mais ce qui est important aussi, c'est que, donc ça, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'était GPT. Maintenant, Chat GPT. Je suis désolé d'utiliser le nom d'une marque, mais elle est très explicite, celle-là. La partie chat, le chatbot, la partie conversationnelle de l'IA, en fait, il y a beaucoup d'humains derrière. Donc c'est un apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'on a donné à ce modèle qui fait son cadavre exquis, comme ça, on lui a posé des questions, il a commencé à sortir du texte, et puis il y a des armées de gens qui ont dit « Non, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est nul, ça c'est bien ». Donc, encore une fois, ce n'est pas la machine qui comprend, c'est les gens qu'on a payés pour dire à la machine « Ça c'était pas mal, ça c'était pas trop bien ». La question, c'est qui sont ces personnes? Qui fait ça? C'est beaucoup de travail. Donc en général, c'est des gens qui ne coûtent pas cher. Le premier,
Le premier, il est un peu provoque. Le ministère de la Justice en France a lancé une IA pour le traitement des dossiers juridiques. Donc, c'est des gens qui sont habilités à pouvoir traiter ces dossiers juridiques. Il se trouve que c'est que des femmes qui ont fait ça, qui ont fait l'apprentissage. Il y a un podcast magistral sur les femmes du ministère de la Justice, sur l'IA, sur Radio France. Je vous engage à aller l'écouter. Parce que les femmes sont moins bien payées, évidemment. ChatGPT, ils ont utilisé des entreprises kenyanes pour faire ça. Parce qu'ils parlent anglais notamment, mais c'est du sous-prolétariat. Ils sont vraiment payés pas cher. Et ça commence à ressembler à du technocolonialisme, avec la question de savoir comment on exploite la misère des pays, des pays notamment d'Afrique subsaharienne, pour arriver à faire de la richesse en Amérique du Nord. Et puis aujourd'hui, en fait, le travailleur gratuit, c'est vous. Quand vous utilisez ChatGPT, quand vous utilisez Gemini, tous, Claude, machin, à chaque fois qu'il y a un résultat, il y a un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas pour dire « Est-ce que la réponse vous a plu ?» Vous êtes en train de faire l'apprentissage par renforcement de la machine. Donc c'est chouette, parce qu'on a envie que ça marche, parce qu'on veut s'en servir. Mais du coup, on fait du travail gratuit. Et ça a été théorisé par plusieurs économistes. Le dernier en date, c'est Varoufakis. Et c'est du techno-féodalisme. C'est-à-dire c'est du dépassement du capitalisme pour aller sortir du capitalisme, aller sur une économie de rente, notamment en exploitant le travail gratuit des utilisateurs. Et puis bon, parfois, il y a même les anciens modèles qui servent à entraîner les nouveaux modèles. C'était la polémique autour des systèmes chinois, de DeepSeek, avec des risques de mise en écho de systèmes informatiques qu'on ne contrôle plus du tout. Bon voilà, il y a plein de problèmes, il y a plein de côtés noirs, mais en fait, ça marche. Donc, ils nous embêtent tous à nous dire ça tue la planète et puis ça pose des problèmes. Oui, alors ça marche. Et il faut quand même se poser des questions. La notion des chatbots, il y a une tentation à l'utiliser un petit peu partout. Il y a un côté, si on regarde tout de suite, c'est ah oui, mais ça déshumanise l'interaction, notamment avec une administration. Un peu comme la dématérialisation, quand on met tout sur un site web. Et du coup, si on est dans cette démarche, on se dit ouais, mais en fait, le chatbot, ça permet une interaction qui est un peu plus naturelle qu'avec une page web. Donc, quand on est sur de l'électronisme, des populations qui ont du mal à interagir avec une interface numérique, peut-être que le chatbot est une solution. Peut-être. La Croix-Rouge, il me semble, c'était au Canada, ça c'était un séminaire à Montréal que j'avais entendu ça. La Croix-Rouge avait fait un chatbot pour un camp de réfugiés, dans l'idée qu'il y avait trop de langues et ils n'avaient pas des gens pour traiter toutes les langues. Ils se sont dit, on va faire un chatbot avec une traduction automatique pour aider à l'interaction. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens préféraient passer par le chatbot parce qu'ils sont dans une situation de telle faiblesse et de telle vulnérabilité qu'interagir avec un système sans jugement, c'était plus facile. Et donc, ça peut être aussi une ouverture vers des droits, vers un accès aux droits qui sort du jugement humain qu'on va avoir dans une interaction humaine. Donc, la déshumanisation, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas top, mais des fois, il y a des côtés positifs. Donc, il faut trouver le bon côté, en tout cas se poser les bonnes questions là-dessus. Et ça réduit le besoin de formalisation et donc de faciliter les interactions avec tous les risques que j'ai dit sur l'anthropomorphisme. L'autre problématique de ces outils-là, c'est la standardisation du langage. C'est que c'est un calcul statistique, donc en gros, ça tend vers une moyenne. Donc ça fait la moyenne du langage. Il y a beaucoup de discussions sur la traduction automatique avec les LLM à cause de ça. Mais finalement, le langage administratif, c'est aussi une standardisation du langage et une simplification. Standardisation, pas tellement simplification. Mais c'est un langage à part. Donc peut-être que ça peut être aussi un moyen pour des gens qui ne maîtrisent pas le langage administratif de rentrer dedans. Peut-être. Par contre, ce qui commence à être vraiment, vraiment documenté, c'est que le fait d'être dans une interface transactionnelle, dans une conversation, dans un flow comme ça, en fait, on commence à perdre de l'esprit critique. Comme quand vous m'écoutez, vous ne vous souvenez pas de ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Et donc, vous ne pouvez pas dire « Oui, mais tout à l'heure, il a dit quelque chose de différent, je vais revenir en arrière comme dans un bouquin. » Et en fait, donc, être prudent là-dessus, c'est que la construction de l'esprit critique, de la capacité d'analyse critique vient avec le fait qu'on puisse aller et venir dans un flux d'informations, dans une quantité d'informations, et que la notion de flux pose des limites là-dessus. Et donc ça peut aussi avoir des conséquences assez néfastes. Et puis, il y a l'effet rebond qu'on voit déjà. C'est que c'est facile de générer du contenu avec ces choses-là, donc on en génère de plus en plus, et avec beaucoup moins de sens, en tout cas en densité d'informations, et on a vraiment trop de contenu autour de tout ça. Et puis il y a la question du rapport au travail.
en automatisant des tâches peu valorisantes, mais aussi avec une tentation au bout d'un moment d'aller remplacer des métiers d'experts qui ont la compréhension que n'ont pas les machines, et donc faire vite des erreurs autour de ça. Je fais très vite maintenant sur la question de la souveraineté et de la sécurité, parce que ça c'est un vrai sujet. Pour le coup, quand on va vouloir adopter une solution technique d'IA, il y a la question de la géopolitique des données et des systèmes. Donc ça, j'en ai parlé, le langage c'est un sujet extrêmement politique, avec tous les biais de corpus, d'entraînement et ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a la question de qui possède l'infrastructure, qui l'opère, à qui ça profite. Et si on va vouloir utiliser une infrastructure en ligne, que ce soit celle de Google, celle d'OpenAI ou des Français, il y a un moment, on va transmettre des données à cette infrastructure-là. Elles vont rentrer dans les systèmes d'apprentissage. Donc il y a cette question déjà de est-ce que mes données, j'ai envie qu'elles servent à apprendre, à ces machines à apprendre et qu'elles puissent se retrouver dans du plagiat caché chez quelqu'un d'autre. Mais ces données, elles peuvent être sensibles, notamment si on fait du RAG, le Retrieval Augmented Generation, c'est le système qui permet d'interroger ses propres documents. Ça, c'est quelque chose de magique pour le coup. Notamment quand on gère des archives, quand on gère des documents administratifs, d'entraîner une IA sur ses propres documents pour pouvoir questionner les documents et aller récupérer les informations dedans. Ça, c'est génial. Mais si mes documents, je les ai donnés aux États-Unis, ça dépend lesquels c'est, quoi. Est-ce que vraiment les dossiers d'une administration qui traite des sujets sociaux, des sujets de droit, est-ce que vraiment j'ai le droit de les faire sortir de l'administration? Donc ça, probablement pas. Si je suis une entreprise, clairement pas. Il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas le droit d'utiliser ces outils-là, y compris pour faire juste un correcteur orthographique. Par contre, on pourrait dire, bah, ok, je vais essayer d'internaliser ça, de me faire ma propre IA en interne sur mes data centers, parce que j'ai les moyens, ou parce que je fais une fédération de communautés urbaines qui ont les moyens d'avoir des data centers suffisants. Alors le coût d'entrée, il est quand même assez important, à la fois en CAPEX et à la fois en OPEX. Il n'y a pas forcément la question de l'entraînement. Pour le coup, on peut prendre un modèle pré-entraîné, mais le faire tourner, ça coûte quand même un peu cher. Vous avez vu là, quand il y avait les starter packs qui sont sortis, où tout le monde s'est rué pour faire des images complètement débiles, ça a fait fondre des ordinateurs chez OpenAI. Donc c'est pas rien en consommation énergétique. Mais le vrai sujet qui va arriver derrière, c'est l'exigence de montée de niveau en sécurité informatique. Parce que derrière, si vous vous servez de ces outils-là, c'est pour prendre des décisions. Et donc vous avez envie que les outils ils prennent des décisions sur des données qui sont relativement propres. Et donc il y a des nouveaux vecteurs d'attaque informatique qui consistent à aller empoisonner les données ou empoisonner les systèmes d'IA pour faire prendre des décisions qui ont l'air légitimes mais qui sont complètement fausses. Et ça, il faut être prêt à ça. Beaucoup plus qu'aujourd'hui où si vous prenez une attaque par virus et puis votre système est bloqué, vous avez perdu vos données, mais vous n'avez pas pris des mauvaises décisions. Et l'alternative qui peut être intéressante à regarder, ça c'est même pas une bouteille à la mer, c'était une des hypothèses de Varoufakis quand il parlait de techno-féodalisme, et finalement, peut-être que l'alternative, c'est les communs numériques, à la Wikipédia, à d'autres outils. Qu'est-ce que pourrait être une approche citoyenne, collective, publique de l'intelligence artificielle? Comment elle serait développée? Comment elle serait, avec quels objectifs derrière? Avec quel modèle économique et modèle de service? Et puis avec quel retour sur utilisation pour les collectivités, pour les usagers, pour les citoyens? Ça, c'est des questions à vous de trancher, mais des réflexions qui peuvent se faire. On n'est pas enfermé dans un horizon donné par les industriels de cette question-là. Je vais finir parce que je suis en retard. Juste pour conclure, petit résumé de ce que j'ai raconté, des questions importantes. Donc on a accès à une quantité de données impressionnante. On a des outils d'analyse qui sont de plus en plus capacitifs, de plus en plus forts, qui peuvent même parfois nous donner le tournis. Mais il faut toujours, c'était déjà le cas il y a 10 ans avec les premières démarches Smart Cities, faire très attention à ne pas tomber dans une espèce de fantasme Foucault, de panoptique, où j'ai l'impression de tout savoir. Et donc je peux me servir de ça pour surveiller et punir, pour prendre des décisions automatiques plus simplement. Ne jamais oublier qu'il n'y a pas de compréhension dans la machine. Et que la compréhension, le jugement, c'est quelque chose qui doit rester dans les mains des humains, qui doit rester dans les mains des décideurs politiques, parce qu'il y a une question, à un moment, il faut assumer ses choix politiques sur ces questions-là. Et donc se défaire du fantasme de la machine consciente et omnipotente, on n'y est pas. Il y a des évangélistes qui en parlent, mais on y est très loin.
le questionnement final, c'est est-ce qu'on est dans une démarche d'enfermement technologique, c'est-à-dire que les usages, les façons d'être, les façons de penser vont être enfermés par les choix technologiques, ou au contraire, est-ce que ça peut être une manière d'ouvrir la boîte pour les citoyens? Cette question des IA conversationnelles, est-ce que c'est un moyen de permettre une meilleure interaction avec les citoyens, ou est-ce que c'est au contraire une manière de les enfermer dans une façon de penser particulière, avec tous les enjeux de liberté individuelle, de création d'esprit critique, mais aussi de gestion de l'électronisme, avec les problématiques culturelles, cognitives, éducatives et sociales qui vont avec. Et puis il y a un des exigences qui va avec, c'est de se préparer et de créer des nouveaux débats publics autour de ces questions-là, avec de la formation initiale, que ce soit pour les citoyens, mais aussi pour les agents et pour les élus, parce que c'est difficile de rentrer sur ces sujets-là quand on n'a pas été formé au départ. Pouvoir se confronter aux questions éthiques et environnementales de l'IA et des infrastructures qui va derrière, avec toujours ce point-là que les systèmes numériques, ça a l'air d'être tout beau, c'est une page web, et en fait, il y a une infrastructure monstrueuse derrière qui consomme beaucoup d'énergie, et donc il faut ne pas l'oublier. Et puis voilà, puis ces questions d'arbitrage complexe qui mélange technologie et objectifs politiques. Bon courage. Merci. Merci. Merci beaucoup, Hervé. On vous l'avait dit, c'est extrêmement passionnant et intéressant. On l'a bien compris, l'innovation, les nouvelles technologies, l'IA, ne l'oublions pas, ce sont des moyens. La fin en soi, c'est l'humain. Et quand on parle d'humain, l'un des pères fondateurs, Denis Thuriot, président de Nevers Agglo, maire et président de la mission Écoterre, va nous rejoindre. Denis, pour bien le connaître, a une vision très, très, très constructive et humaine de cette innovation qui peut et qui va certainement sauver notre planète. Denis ? Alain. C'est à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet sur lequel je ne suis pas forcément le plus expert, mais je suis ni ingénieur ni philosophe, en tout cas. Et en tant qu'élu local, je vais effectivement aborder, moi, ce qui paraît pouvoir aider à sauver la planète. C'est toujours intéressant de se lever le matin en se disant qu'on vous donne la parole pour trouver des solutions pour sauver la planète. C'est devenir un super-héros en travaillant ensemble avec Michel et Patrice qui vont intervenir avec moi, qui parleront peut-être de visions différentes ou similaires, parce que en réalité, je pense que chacun a à prendre sa part. D'un autre côté, quand on vous a écouté, on se dit que l'heure est grave et que ça va plutôt pas dans ce sens-là. Bon. Le sujet, si je le résume, c'est l'innovation. Va-t-elle sauver la planète? Vous l'avez dit, pas toute seule, elle peut y contribuer. Et encore une fois, ta conclusion, Alain, qui est de dire l'innovation, c'est un moyen, c'est pas un but en soi, peut aller dans ce sens. En même temps, j'ai envie de vous dire, comme le baccalauréat approche au mois de juin, ça peut être un sujet intéressant et on peut peut-être tous tenter de repasser notre bac là-dessus. Après, je pense qu'il faut sortir un peu des sentiers battus, ce que je vais essayer de faire. Quand on parle d'innovation, on pense aux nouvelles technologies, principalement. Ce CIVIM, il a été conçu autour de cela, c'est vrai, mais autour d'innovation plus largement, autour d'innover l'innovation. C'est peut-être prétentieux, mais c'est pas faux non plus, parce que c'est en mouvement et on est dans des sociétés en mouvement. Et puis aussi des grands enjeux, des nouveaux enjeux pour nous collectivités, et ça c'est le rôle de la mission Écoterre, de faire prendre conscience d'une nouvelle politique publique qui nécessite des moyens qu'est la cybersécurité, à laquelle on ne pensait pas forcément en 2020, donc c'est quand même très récent dans les conséquences pour nous qui ne sommes quelque part que des facilitateurs et des organisateurs de la vie du quotidien des autres. Et puis la donnée, le traitement des données, ce qui peut aussi peut-être contribuer à éviter des dérapages, c'est pour nous, collectivités, garder notre souveraineté des données, y compris avec des data centers de proximité. Même si ça m'a toujours frappé, moi qui suis en train d'en concevoir un avec Alain Boursier sur Nevers Agglomération, qu'aujourd'hui on peut conserver nos données dans le monde, dans le ciel, dans le cloud. Et quand vous benchmarkez, je vais me faire des ennemis chez les Québécois, mais quand vous recherchez autour de vous des entreprises qui peuvent être intéressées, elles vous disent qu'elles souhaitent que leurs données soient à portée de main, alors que ça n'a guère de sens, si ce n'est d'aller visiter ces baies tous les jours. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'elles le soient de façon sécurisée. Et puis, je
je pense qu'il y a aussi un phénomène de pessimisme. Alors, c'est peut-être l'air ambiant mondial, mais de se dire que de toute façon, tout ce qu'on fait autour de l'innovation, ça contribue à casser la planète, à la menacer, à l'exposer à certains dangers, voire à ce qu'on enchaîne un système de destruction, d'autodestruction qui est déjà quelque part lancé un peu naturellement. En réalité, moi je suis plutôt du genre optimiste, pardon, pas béat, mais optimiste tout court. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que l'innovation leur arrange leur vie au quotidien quand elle est bien gérée, et que beaucoup en profitent, que ce soit chez eux, dans leur voiture, et quelque part améliorent aussi leur sécurité. Ce CIVIM, il est principalement consacré aux villes médianes, même si on n'est pas en guerre avec les métropoles ni les campagnes, mais on travaille d'ailleurs et parfois on les invite à nos travaux. C'est simplement, l'objectif c'était de montrer avec Michel qu'il y avait de l'intelligence dans nos territoires médians, comme on dit, entre deux, hein, entre les métropoles et les campagnes. Et ces territoires qui avaient été oubliés, tant au Québec, c'est le constat qu'on en avait fait, qu'en France, on a quand même été assez aidé, je le dis, en France par le plan Action Cœur de Ville, qui a permis, en tout cas, si ce n'est de démultiplier les projets, mais de les accélérer, et notamment dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies assez transversales dans ces différents plans de l'État. Je pense, moi, qu'on est des territoires d'expérimentation à taille humaine, et je donne cette expérience, je ne sais pas s'il y a des gens d'Orange ici qui ne m'en veuillent pas, mais j'ai reçu un petit message d'un directeur régional qui n'a pas pu venir, quand j'avais demandé à obtenir la 5G, qui est quand même aujourd'hui un outil d'attractivité. Alors vous me direz, pour commander, je vais le faire à l'ancienne, mais pour commander sur le catalogue de la Redoute, il n'y a pas besoin de la 5G pour aller plus vite. Par contre, pour la médecine, pour l'agriculture, pour beaucoup de sujets, c'est un outil intéressant et qui peut permettre la sobriété. Je m'explique, avec la 5G, on consomme moins qu'avec la 4G à utilisation équivalente. Sauf que la 5G permet des utilisations démultipliées. Il faut juste les gérer, il faut essayer de contrebalancer. Mais c'est aussi quelque chose, je le vois pour l'hôpital de Nevers, qui traite la neurochirurgie à distance avec l'hôpital de Dijon et qui et donc bénéficie de ces outils. Simplement, quand j'avais, moi, m'étais positionné pour la 5G, on m'avait rigolé au nez. On m'avait dit la 5G, ça sera pour Lille, Marseille, Paris, voilà. Et puis, moi, comme je suis quelqu'un de persévérant, alors on va clôturer Roland Garros, c'est marqué sur le cours central. Celui qui gagne, c'est celui qui est le plus persévérant. Je crois que c'est à peu près la formule. J'ai fini par l'avoir. Et pourquoi ? Parce que la plupart des grandes villes, en fait, étaient gérées par des gens qui ne voient pas forcément l'innovation d'un bon oeil et qu'il fallait bien la développer quand même, et qu'on est descendu d'une taille de ville. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas eu ce réflexe de pouvoir la partager davantage. Donc je prends cet exemple-là parce que nos villes à taille humaine, aujourd'hui, même les grands groupes l'ont compris et certains les représentent, c'est que chez nous, expérimenter, ça va plus vite, on est moins grand, c'est moins cher, on a les résultats plus tôt, et donc c'est attractif. Et puis expérimenter, ça veut dire qu'on peut se permettre de se tromper, et donc de corriger peut-être plus facilement que quand on a développé un immense système dans une métropole, où c'est beaucoup plus compliqué de le changer, et y compris financièrement, bien évidemment. Donc c'est vrai que peut-être ce qui inclut cette espèce de, chez certains, de désespérance de la nouvelle technologie par rapport au respect de la planète, c'est aussi qu'on a été dans une société, je ne veux pas jouer les moralistes, mais de surconsommation permanente, des vagues d'innovation aussi successives. Les gens n'ont pas eu le temps de s'en approprier une, qu'on est déjà passé à l'autre. Et n'oublions pas la fracture numérique. En France, elle touche 11 millions de Français, je ne sais pas au Québec, mais ça doit être notre premier devoir, nous les élus, au-delà de tout ce qu'on peut porter de parfois extraordinaire. C'est aider au quotidien, c'est la mairie chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer, c'est les conseillers numériques qu'on avait mis en place par exemple à Nevers avant que le gouvernement les développe encore davantage, qui permettent d'apprendre à pêcher plutôt que de pêcher pour l'autre. Et donc, notamment, tout ce qui est procédure dématérialisée, ça, c'est le rôle des collectivités aussi. Et ça peut aider des gens à, si ce n'est se sauver, mais en tout cas s'en sortir dans une société ultra numérisée. Et n'oublions pas aussi que dans le domaine de l'énergie, j'ai essayé de balayer assez vite les choses parce que chacun a la parole, on est encore à près de 80% d'énergie fossile consommée dans le monde. Dans le monde. Et moi, ce que je regrette dans un pays comme le nôtre, c'est on en parlait hier avec Patrice Verrit sur un certain nombre de normes complètement excessives. Il faut évidemment être attaché à un meilleur respect de l'environnement, des ressources naturelles, mais il ne faut pas non plus être naïf et s'auto-flageller quand certains ne font aucun effort, qui constituent les pays à la plus grande population. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, mais c'est pour ça qu'il faut essayer d'accentuer au niveau mondial la contribution de tous. D'ailleurs, je le dis avec humour, et bien sûr, ça ne s'adresse à aucune personne ici, mais si on veut sauver la planète en réduisant les CO2,
J'espère que ça ne me concerne pas non plus, mais si beaucoup de gens qui n'ont rien à dire se taisaient, on ferait grandement cette économie. Sur le réchauffement climatique, bien évidemment, les nouvelles technologies sont intéressantes. Elles contribuent quelque part à surconsommer, mais elles contribuent aussi à tenter de trouver des solutions innovantes pour les réduire. Et là encore, je ne fais pas trop de politique parce que je ne suis pas là pour ça, mais certains, vous le savez, considèrent que ce qui peut nous sauver, c'est de revenir à l'état, pas sauvage, mais au 19e siècle et avant l'ère industrielle, dans les années 1800 par exemple. Certains n'en sont pas loin, hein, de vouloir s'éclairer à la bougie ou des petites choses comme ça. Je rappelle juste qu'en 1800, l'espérance de vie moyenne sur Terre était de 40 ans. Donc je ne serai pas là pour vous parler et beaucoup d'entre vous ne serez pas là pour m'écouter. Donc on va essayer de garder cette espérance de vie plus forte, raisonnable, ce qui est un autre sujet aussi, évidemment, qui peut être aidé par l'innovation, de comment avoir de plus en plus d'habitants, mais de plus en plus aussi de gens qui ne sont plus actifs. Et avec les baisses de natalité dans certains pays, moins de gens pour contribuer au fonctionnement sociétal. Mais c'est un autre sujet. Moi, je considère aussi que ce qui peut aider par les nouvelles technologies, j'essaie de rester dans le thème, la sécurité, on en a parlé, vous en avez parlé sur la vidéoprotection, même si aujourd'hui il y a des caméras, et moi j'en ai, qui n'ont pas besoin de lumière pour identifier des plaques d'immatriculation ou des visages, on en est là aujourd'hui. Les technologies de soins, j'y ai fait allusion, la réduction de la pénibilité, ça c'est la répétitivité de certaines tâches qui peut être aujourd'hui gérée par l'intelligence artificielle et qui est intéressante, comme quand il y a eu les précédentes ères industrielles où on a permis du portage de charges lourdes qui était avant avec les gens. Je prends des choses très simples comme exemple. Et puis l'accès aux énergies, entre autres, l'accès à l'eau, qui, vous le savez, est encore très déficiente chez des millions d'habitants de notre planète. Donc il n'est bien évidemment pas question de revenir en arrière, mais il est question de comment ralentir le dérèglement climatique. J'ai eu la chance de présider le Conseil d'orientation des risques naturels majeurs, donc tous les risques en France, sauf le nucléaire et le sanitaire. Et évidemment, on travaille beaucoup avec les spécialistes sur la montée des eaux qui vont sacrifier un grand nombre de personnes et de territoires. C'est lancé, ce n'est pas possible aujourd'hui d'inverser, mais c'est possible de ralentir. Et c'est possible de limiter les impacts. Et c'est en cela que nous devons prendre conscience ou faire prendre conscience à nos habitants de certaines choses. Parce que vous voyez, c'est un peu comme certains ados, et moi c'est du vécu, hein. Maintenant ils sont un peu plus cadeaux, mais où on avait des leçons de morale, et puis je trimage, je m'en occupe pas, etc. Des petites choses comme ça où on se dit c'est pas bien grave, sauf que c'est pas bien grave, c'est le geste quotidien. Le geste quotidien, on est tous astreints plus ou moins à ça, à notre smartphone, qui est apparu en 2007, je le rappelle, donc il n'y a pas si longtemps que ça nous paraît naturel de tout avoir aujourd'hui avec soi. Ça a remplacé un téléphone, je ne vous apprends rien, même si ça fait de moins en moins de téléphone. Ça a remplacé un appareil photo, un caméscope, une radio, des lecteurs audio ou de CD. Peut-être les plus jeunes ne vont pas comprendre ce que je dis en ce moment, mais c'est allé très vite. Les GPS qui sont intégrés là-dedans, ça a remplacé les réveils. J'entendais ce matin, en me préparant, que les examens arrivant, il y a une grosse inquiétude sur l'intelligence artificielle, y compris avec les montres connectées, et que gare à l'étudiant qui regardera l'heure sur sa montre connectée, risque de ne pas avoir validé son diplôme. Ça fait montre, ça fait calculatrice. Enfin, si je vous dis tout ce que ça fait, j'aurais fini mon temps. Donc je ne vais pas vous dire tout ce que ça fait, vous le savez, tout comme moi. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des métaux rares, il y a des pays qui font travailler des enfants pour qu'on ait ces métaux rares dans nos téléphones. Je ne veux pas vous culpabiliser du matin, mais c'est une réalité. Et il faut de l'énergie pour fabriquer ça. Alors oui, ils consomment de l'énergie pour être fabriqués, ils consomment de l'énergie pour être utilisés, mais si on essaye d'être rationnel, ils consomment moins d'énergie que si on avait tous ces appareils-là qu'on a, plus au fait collector. Donc c'est ça aussi, il faut équilibrer, pas tomber dans les excès qui ne sont jamais bons. Donc l'innovation, elle est aussi, je l'ai dit, scientifique, biologique, médicale, mais elle est sociale. Et dans les sciences humaines, est de plus en plus intégrée la conséquence environnementale. Et donc, quelque part, la prise de conscience, parce que derrière l'aspect technique, mécanique, outil, il y a surtout l'aspect conscience à avoir de l'usage qu'on en fait. On le dit tous, et moi je le répète toujours, c'est ce civisme et tout ce qui découle avec, et on le voit dans différents continents, c'est pas pour faire un but de se dire, voilà, je vais avoir le dernier cri du truc qui va consommer, je vais me servir 3 fois par an. C'est pour, au contraire, dire que l'outil technologique, quel qu'il soit, est un moyen pour mieux vivre. Et pour mieux vivre, c'est aussi, si on veut vivre longtemps, pas être menacé par des événements
climatiques, comme on voit de plus en plus partout, qui viennent du dérèglement planétaire. Et ça n'est plus contestable. Et donc, c'est par l'essor des connaissances qu'on est là aussi pour relayer, même si nous, les élus, on n'est pas des spécialistes de tout. C'est de dire, il faut... Moi, je ne suis pas en tout cas des élus dont je vous parlais tout à l'heure, où il dit qu'il faut quasiment plus rien et vivre à l'âge de pierre. Il faut évidemment réduire l'empreinte numérique, on est tous d'accord, mais il ne faut pas réduire notre ambition d'améliorer la vie, la société et dans l'ère moderne. Donc c'est consommer moins, mais c'est consommer mieux, parce que, je l'ai dit, il faut apporter des... C'est comme quand on enlève des arbres, nous les élus, c'est jamais simple, il y a des projets, on n'a pas le choix. On n'abat jamais un arbre pour se faire plaisir, ou alors il faut se faire soigner. Et donc... Par contre, on compense aujourd'hui. D'ailleurs, l'État nous y contraint, mais on le compense bien souvent volontairement en amont. Donc je prends cet exemple-là parce que ça nous permet aussi d'aborder tout ce qu'on peut faire revivre, faire recycler. Nous, à Nevers, par exemple, alors c'est peut-être qu'un mot, mais on n'appelle plus les déchets, on appelle des devenirs. Parce que c'est positif, et moi j'aime bien orienter des propos positifs, et ensuite quasiment tout se recycle. Donc nos déchetteries, j'ai piqué le mot à nos amis québécois, parce que je l'ai vu en y allant il n'y a pas si longtemps que ça, elles sont devenues des écocentres avec des recycleries, et donc on positive la formule. D'ailleurs, je ne sais pas si les autres maires ici présents ou élus partagent mon analyse, mais on a un de ces écocentres en rénovation, en reconstruction vers l'agglo. Moi, je suis subjugué de la passion de nos concitoyens pour la fréquentation des écocentres. Vous avez des gens, on le voit avec les cartes d'accès qui nous donnent des informations, des données, vous avez des gens qui y vont tous les jours. Bon. Donc, je dis ça parce que ça veut dire que c'est une passion, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a un apport de choses qui peuvent se recycler, y compris de matériaux de construction que nous redistribuons gratuitement. Et donc, il faut inciter nos amis industriels, et certains les représentent ici, à faire de l'éco-conception et essayer d'orienter après sur les circuits courts et surtout l'économie circulaire. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends mon exemple de Nevers, parce que je le connais bien. L'économie numérique, elle résulte aussi de la transformation et du virage écologique qu'on fait prendre à beaucoup de choses. On s'est engagé dans le développement durable quelque part, et moi, je prenais l'exemple de la 5G tout à l'heure, et l'exemple d'essayer d'être plus vertueux. Moi, je n'ai pas une carte écologique, mais je considère que l'écologie, ça ne doit pas résulter d'un parti politique, ça doit surtout résulter de l'éducation de chacun dès le plus jeune âge, et respecter l'environnement, les ressources. Pour moi, c'est davantage le bon sens qu'une politique globale. Par contre, ce que j'essaie de démontrer, parce que je peux porter humblement dans mon territoire, c'est que les deux sont compatibles, le développement durable et le développement des nouvelles technologies. Et je dirais même que le développement durable est conditionné par les nouvelles technologies et progresse grâce aux nouvelles technologies, et que c'est une erreur quand on a vu beaucoup de gens s'opposer à la 5G sans savoir à quoi exactement elle servait. Par exemple, à Nevers Agglomération, nous avons reçu le label du numérique responsable. D'autres collectivités l'avaient eu, mais nous avons été la première ville. Et le label numérique responsable, c'est de dire on continue à proposer à nos concitoyens d'innovation, parce que c'est aussi un facteur d'attractivité d'un territoire qui avait beaucoup souffert. Et par contre, on le maîtrise, on le gère par des choses qui peuvent être très simples, comme éteindre un ordinateur. Ça demande zéro moyen, ça demande juste de réunir ces agents et de leur dire vous faites ce petit effort, déjà on va améliorer la situation, on va se protéger un peu mieux sur les risques cyber, et puis aussi on va consommer moins d'énergie. Et on va permettre au matériel de durer plus longtemps. Donc on a été renouvelé en tant que numérique responsable. Moi je considère que toutes les collectivités devraient concourir à ce label du numérique responsable. Ça montre à la fois la modernité, ça montre à la fois les ambitions sur l'environnement. Les réseaux aussi intelligents redessinent notre consommation énergétique. Nous, on travaille le territoire intelligent au niveau de l'agglomération. Je ne me vois pas le travailler. J'ai des collègues de l'agglomération qui sont là, juste entre les barrières de Nevers. Ça concerne toutes nos communes et bien au-delà. Donc, nos territoires travaillent aussi des hyperviseurs qui vont nous permettre de mieux contrôler, de mieux gérer, de travailler par exemple l'éclairage MAPARMA, ce qui peut être intéressant parce que même si c'est la crise énergétique qui a conduit nos villes à s'éteindre un peu, je considère que c'est vrai, pour ceux qui vont au CES de Las Vegas, ça peut faire sourire en se disant qu'une rue à Las Vegas, ça éclaire une ville entière en France. Mais n'empêche qu'il y a peut-être qu'un jour, ils font des efforts, mais nous, on le fait déjà. Et on était sans doute un peu surconsommateurs. Je ne pense pas qu'on avait besoin d'éclairer toutes nos rues comme on le faisait avant. Et les coûts, d'ailleurs, énergétiques ayant un peu baissé,
J'ai un peu fait évoluer la durée mais je ferme une partie de la nuit, comme beaucoup de villes, sans qu'il y ait davantage d'insécurité, peut-être un peu un sentiment. Mais pour moi, l'avenir, c'est le déploiement de l'éclairage intelligent qui baisse et qui monte en fonction d'une présence ou d'une non-présence, qu'on peut différencier aussi sur les pistes cyclables ou sur les zones piétonnes. Et nous travaillons d'ailleurs avec notre partenaire NGE Énergie Solutions, je interviendrai cet après-midi avec eux, sur une optimisation de la gestion des infrastructures informatiques et utilisation des ressources pour contrôler l'ensemble des services urbains. Et ça se fait depuis longtemps dans les métropoles. Il faut que ça soit atteignable dans nos villes médianes. Et c'est l'objectif. Le stockage aussi de l'énergie se réinvente. Et à l'heure où on a des étés particulièrement chauds, il y a encore un défi à se lancer. Si j'arrive à le faire moi-même, je vais devenir très riche. C'est comment accaparer la chaleur environnante et la redistribuer l'hiver. Bon, c'est l'idée des réseaux de chaleur. Nous, on est à 44 km de réseaux de chaleur sur l'agglomération de Nevers. Ça, c'est quand même intéressant et ça a baissé les factures énergétiques de nos résidents en immeubles collectifs, principalement. En Finlande, ça se développe, y compris sur l'habitat individuel, et je pense qu'on y viendra en France, mais il y a un souci de rentabilité. La mobilité électrique aussi se développe. Donc tout ça, c'est pas parfait. Pour moi, je m'excuse, mais je le dis comme je le pense, c'est une erreur pour l'Europe de nous imposer une mobilité électrique de la même façon à tous, quel que soit l'usage. Moi, je circule en véhicule électrique depuis 4-5 ans, mais on voit bien que ça a des limites d'usage et que des fois, je prends un thermique parce que je ne pourrais pas faire ce que j'ai à faire dans la journée. Et c'était un non-sens de donner du poids à nos voitures. C'est pas que je ne veux pas qu'on vende des batteries de Dunkerque, bientôt fabriquées, mais évidemment que c'est une solution forte, mais évidemment qu'il faut aussi adapter le besoin de mobilité, des circuits courts urbains. C'est vrai que c'est tout à fait logique. Des trajets beaucoup plus longs posent d'autres soucis. On m'avait donné un exemple. Si on était tous en électrique et qu'on part tous en vacances à Bordeaux, on va à peu près recharger au même endroit. Et il nous faudra une demi-centrale nucléaire pour qu'on puisse assumer les choses. À discuter peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais évidemment qu'il faut le faire, mais évidemment peut-être il faut mieux le mesurer parce que ça pose aussi parfois des soucis de réintégration de tout cela. Et je voulais citer un autre exemple dans le domaine de l'eau, qui, vous le savez, va être une ressource de plus en plus rare, donc de plus en plus chère et difficile à gérer pour nous, et de la sécuriser aussi. À l'échelle de l'agglomération, grâce à nos services, et aussi je fais de la pub, mais au groupe Lacroix, nous avons développé un système prédictif intelligent qui nous a permis de passer de 70% d'efficience de distribution d'eau, qui est à peu près la moyenne nationale, à 90%. Donc, ce qui nous permet d'économiser 200 000 m3 d'eau par an qui ne disparaissent pas. Alors ça ne disparaissait pas toujours complètement dans la mesure où ça pouvait parfois réintégrer le nappe phréatique, mais en réalité, beaucoup d'eau ne revenait pas, en tout cas pas tout de suite, et vous savez que ça peut mettre très longtemps. Donc pour moi, ce qui peut contribuer à sauver la planète par le travail de nos collectivités, c'est ces systèmes-là adaptés, et c'est aussi une frugalité recherchée, dans laquelle il faut qu'on s'inscrive nous-mêmes, collectivités, qui utilisons beaucoup aussi d'énergie, quelle qu'elle soit, ou de ressources, mais aussi de montrer l'exemple à nos concitoyens et surtout de leur proposer des solutions qui soient simples et qui soient acceptables. Et puis, nos villes se métamorphosent. Et donc, ce que je voulais peut-être aborder, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps ou un tout petit peu de temps. Mais Alain, ça va? Je suis dans les délais? Oh, mais tu me dis. Parce que moi, une fois que je suis parti, je ne me pose plus la question. Il faut que tu me le dises. Non, je voulais revenir sur l'économie circulaire parce que quelque part, ça peut paraître tout bête, mais ce n'est pas de la nostalgie. Ça peut l'être pour ceux qui aiment bien le passé, mais l'important, c'est l'avenir. Et comme on dit, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Nous, on a mis en place un dispositif économique autour de l'économie circulaire que Bertrand Couturier, ici présent, préside, qui est Écrin, et qui nous permet de vraiment s'ancrer dans tout ce qui est recyclage, je le disais, avec nos éco-centres de matériaux, d'encourager les entreprises autour de l'économie circulaire à s'intégrer et à se développer. Parce que souvent, ce qu'on constate, c'est que c'est comme une maison, on l'a rénovée, coûte parfois plus cher qu'en créer une autre, mais avec la loi contre l'artificialisation pour 2050, on est obligé de s'orienter sur des friches qui vont devenir une richesse. Eh bien, c'est pareil. Là, l'idée, c'était vraiment d'encourager ces entreprises à trouver leur modèle économique, mais qui puissent s'inscrire aussi de façon concurrentielle, parce que souvent, il y a un surcoût qui est dissuasif pour nos concitoyens. Donc, il faut les accompagner autour de la réparation, de la réutilisation. On voit que la France l'a encouragé sur le cycle, par exemple, le recyclage, et donc diminuer les demandes de matières premières qui, je le disais, sont souvent produites ailleurs et souvent dans des conditions très, très difficiles. Un mot sur le développement de l'artificiel, vous en avez parlé, donc je ne vais pas y revenir très longtemps. Mais d'abord, je le dis, et ça c'est le rôle de la mission Écoterre, on s'aperçoit que
c'est quasiment pas structuré chez nous en France, je sais pas au Québec, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos collectivités. Et donc on se retrouve à quoi? Je ne sais pas si tu le vois, Patrice, à Dunkerque, mais on se retrouve avec des agents qui utilisent l'intelligence artificielle, mais qui ne nous le disent pas, parce qu'ils ont peur que leur poste soit menacé et qu'on se dise, tiens, on va les remplacer par l'intelligence artificielle, qui n'est pas le but d'ailleurs, et pour en discuter avec beaucoup d'élus, notre but, c'est pas de se dire, on va écrémer, pardonnez-moi l'expression, nos effectifs, on va surtout améliorer encore d'autres tâches, et on va essayer d'être encore plus efficace pour consacrer certaines ressources RH à autre chose qui ne peuvent pas être forcément développées par l'intelligence artificielle. Et donc l'objectif chez nous, ça sera vraiment de structurer, de reconnaître cet usage, plutôt que ça se fasse dans le manteau et que les gens se disent que leur compétence n'est plus nécessaire. Par contre, il faut qu'on arrive à une intelligence artificielle frugale, parce que aujourd'hui, on peut s'amuser tous les jours à faire plein de choses avec l'intelligence artificielle, ce qui n'aura pas beaucoup de sens d'ailleurs, et ce qui n'est pas, encore une fois, un but en soi. Il y a aussi quelque chose qui peut nous permettre à contribuer à la planète, c'est tout ce qui est, je parlais de l'eau, je livre ça un peu pêle-mêle, c'est la désimperméabilisation ou la végétalisation. Dans beaucoup de communes, par exemple, dans les écoles maternelles et élémentaires, on faisait des cours bien bitumés, bien lisses, pour permettre de jouer au foot ou d'autres choses, ce qui n'est pas une faute, mais ce qui n'est plus dans l'air du temps. Et aujourd'hui, on se retrouve à devoir désimperméabiliser un certain nombre de choses, nos parkings, nos communes, nos cours d'école, et nous on est dans une forte politique de revégétalisation, ne serait-ce que pour enseigner aussi la botanique, le jardinage, etc. Donc ça nous permet effectivement de revoir notre gestion de l'urbanisation des sols. Aborder aussi peut-être, moi j'ai rénové complètement la zone piétonne, et pour ceux qui étaient venus à Nevers, revenez-y, il y aura des changements. On va créer des îlots de chaleur, lutter contre la chaleur par des îlots de fraîcheur, par la végétalisation par le haut, voilà, faire une zone galerie marchande à ciel ouvert avec des végétaux il faut le temps qu'ils poussent, mais qui vont permettre d'être un peu abrités et protégés de la chaleur par les grandes chaleurs que l'on connaît maintenant tous les étés un peu partout et de façon très aléatoire. Sur aussi un point, je le disais au début, nos villes médianes sont quelque part des laboratoires innovants et vivants, j'ai envie de dire à ciel ouvert aussi, parce que c'est plus gérable et on peut se permettre de faire quelque chose sur certains endroits. Par exemple, avec Flowell, il y a des représentants, c'est une solution qui permet d'améliorer la sécurité routière et qui n'est pas consommatrice d'énergie puisqu'elle est en grande partie solaire, et ça permet d'éclairer des passages piétons qui s'auto-illuminent, qui sont signalés aussi la nuit. Bref, c'est autre chose que les petites lumières qui clignotent, qui sont aussi très bien à certains endroits. Mais donc, voilà, c'est une façon de gérer et de protéger nos habitants des risques routiers dans nos villes. Nous avons mis en place une société, par la société Vialytix, la cartographie de nos voies au quotidien, ce qui peut passer aussi par les véhicules de la Poste qui circulent dans nos rues tous les jours. Et donc, ça nous permet, en anticipation, grâce aussi un peu d'intelligence artificielle, d'être informés en direct des difficultés sur nos voies, des dégradations de nos voies, et parfois de les réparer très vite. C'est aussi améliorer la sécurité. Ce qu'on a mis en place aussi pour associer nos concitoyens à tout cela, parce qu'ils sont souvent grands moralistes, mais pas toujours appliquants à eux-mêmes, c'est des formes, des transformations. En fait, moi, je préfère pas être transformation parce que je trouve que les transitions, ça n'est peut-être qu'une question de mots, mais l'avocat que je suis est toujours attaché aux mots. Les transitions, par nature, c'est éphémère. Et on voit bien qu'on s'est inscrit dans des choses particulièrement longues et durables, coûteuses à mettre en place et qui évoluent en permanence. Donc ces formes de transformation, on les fait soit de façon générale, soit de façon thématique, sur les mobilités, sur la gestion de l'espace urbain, etc. Et on les fait tourner par commune, et ce qui nous permet aussi de les connecter pour que ceux qui ne puissent pas venir puissent s'exprimer. L'idée, c'est vraiment d'expliquer aux gens sur quoi on est. Peut-être qu'on loupe des choses, peut-être qu'on ne s'intéresse pas à des choses qui intéresseraient nos concitoyens aussi. Bon, bref, c'est de faire de la démocratie comme tu l'as fait hier, Patrice, à Dunkerque, c'est d'écouter nos concitoyens, ce qui est le rôle de l'élu le temps de son mandat et pas seulement le temps des élections, ou de préparation des élections. Et c'est une façon pour nous, comme on dit, de les acculturer à des enjeux qu'ils ne maîtrisent peut-être pas forcément, qu'ils voient d'un œil évidemment qui n'est pas celui de responsable de collectivité.
Gérer autrement aussi, je disais l'espace public sur la désimperméabilisation, c'est aussi habiller nos mobiliers autrement. Tous les mobiliers qu'on va installer à Nevers maintenant sont issus de la récupération et donc sont recyclés. Évidemment, si on ne leur dit pas, les gens ne savent pas parce que c'est très trompeur et on dirait du matériel neuf. Il est neuf de par son nouveau traitement, mais il est fait avec des matériaux qui sont devenus autre chose. En tout cas, je pense que toutes les initiatives Green Tech vont se développer encore et encore. Et le CIVIM, d'ailleurs, le prouve. Peut-être pour conclure, moi, je dirais que c'est l'engagement collectif qui peut sauver la planète. Ce n'est pas nous tout seuls. Donc, il faudrait emmener tous les millions d'habitants, sachant que dans certains pays, ils ont un peu d'autres choses à gérer au quotidien, c'est-à-dire leur survie, que de savoir si on va consommer un peu moins de CO2 ou mieux respecter l'eau. C'est un drame mondial, et ça, c'est autre chose. C'est une autre question géopolitique sur lesquelles je n'ai pas évidemment la réponse. Mais évidemment, nous avons notre mot à dire et surtout, nous avons nos actions à mener pour y contribuer. Merci. Merci, merci. Merci Denis Thuriot. L'innovation, le CIVIM, vous le disiez, depuis cette première édition en 2018 à Nevers, l'environnement a toujours été au centre de vos questionnements, de nos problématiques. Laboratoire Nevers, laboratoire innovant et vivant. Il y a un cofondateur de ce fameux CIVIM, c'est Michel Anger, qui lui aussi va nous donner une vision très intéressante et très constructive, exactement, de ce qui se passe du côté de Québec, qui est le maire de Shawinigan. Non, il va m'engueuler, je sais. Ça va de mieux en mieux. Je ne vous fréquente pas assez, cher Michel. Alors, bonjour à tous et à toutes. La grande question, c'est est-ce que l'innovation va sauver la planète? Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que du côté de Shawinigan, l'innovation a certainement sauvé ma ville. Alors, j'écoutais hier Patrice raconter un peu l'histoire de sa propre ville. Et moi, je veux simplement vous rappeler que la ville de Shawinigan est née autour des années 1901, 2, 3, avec des grands barrages hydroélectriques qui ont été fondés tout près de la rivière Saint-Maurice, qui a amené, comme c'est le cas d'un Dunkerque, beaucoup d'entreprises à venir s'installer compte tenu de la proximité comme telle de cette électricité. Et au fil du temps, de nombreuses autres grandes entreprises sont venues s'installer à Shawinigan tout le long de la rivière Saint-Maurice, avec évidemment comme objectif, dans un premier temps, de profiter de l'électricité, mais dans un deuxième temps, de se servir de la rivière comme dépotoir, donc où on pouvait y envoyer l'acide, toutes sortes de contaminants aussi comme tel, parce qu'à l'époque, disons que l'environnement n'était pas tout à fait ce qu'il était. Donc, la ville de Shawinigan a prospéré de façon très importante. Et autour des années 1940-1950, c'était la ville la plus riche au Canada, avec les salaires les plus élevés au Canada. Donc, beaucoup de prospérité à ce moment-là. Et évidemment, la nationalisation de l'électricité en 1960 a fait en sorte de nous faire perdre nos avantages concurrentiels importants. Et c'est là que la grande entreprise a décidé, compte tenu des enjeux environnementaux, de quitter Shawinigan pour aller vers la Chine, vers le Mexique, vers d'autres endroits où les permissions environnementales étaient beaucoup plus grandes. Alors, ça a été le déclin industriel de façon importante à Shawinigan. On a tout perdu. De la quarantaine de grandes entreprises, quand je suis arrivé en 2009, il en restait 3 qui sont fermées. 1500 emplois, 30 quelques millions de dollars de salaire annuel. Donc, c'était l'hécatombe complet. On aurait probablement pu très facilement se mettre les mains au-dessus de la tête et se dire quand est-ce que ça va arrêter? C'est pas ça qu'on s'est dit. Comme beaucoup de villes québécoises, on a été résilients, on s'est relevé les manches et on a décidé de travailler avec l'innovation. Parce que l'innovation, c'est un peu dans l'ADN de notre ville. C'est chez nous, à Shawinigan, dans les années 50-60, qu'on a inventé le fameux papier cellophane, les vitres de voitures qui ne se fracturent pas complètement, là, qui font juste s'égrener. C'est des inventions qui ont été faites chez nous du côté de Shawinigan. Donc, on a voulu et souhaité
continuer dans l'innovation. Et on s'est inspiré de la France, on s'est inspiré de l'Europe, on s'est inspiré de la Belgique. Lors d'une mission économique à Monceau-Fontaine, tout près ici en Belgique, on a vu des anciennes charbonneries qui ont été transformées en centres d'entrepreneuriat pour les entreprises collectives. On a fait la même chose à Shawinigan avec une vieille cotonnerie désaffectée depuis 30 ans, placardée. On en a fait un centre d'entrepreneuriat. On a créé une communauté entrepreneuriale également et on a convié tous les acteurs économiques à se donner une mission commune, une orientation commune et des objectifs communs. Et on s'était donné 10 ans pour faire ce grand virage économique. Et quand j'entendais Patrice hier nous dire qu'en 10 ans, ils ont transformé complètement l'économie de Dunkerque, bien, c'est ce qui nous est arrivé quelques années avant du côté de Shawinigan. Et c'est pour ça que les enjeux environnementaux étaient aussi des enjeux importants parce que dans chacune des décisions qu'on a décidé de prendre, qu'on va prendre, on est en mesure de faire un calcul environnemental. Est-ce qu'on a la prétention de sauver la planète à nous seuls? Non. Bon, je pense sincèrement, par contre, qu'on peut y apporter chacun notre petit grain de sel qui va faire en sorte qu'à force d'accumuler ces opportunités, on va être en mesure de pouvoir le faire. Et il y a des enjeux qui sont importants quand on parle d'innovation. Je vais arriver vers l'intelligence artificielle parce que je vais avoir des choses à vous dire tout à l'heure. Mais on a décidé du côté de Shawinigan, de la Mauricie, de se créer des créneaux de diversification, d'aller dans des endroits où on est bon. Puis oui, l'électrification des transports, même si ça a les limites, Denis, l'électrification des transports, c'est la voie de l'avenir, très certainement. Donc, ces créneaux vont nous permettre de faire des pas importants vers l'avant. Mais ce qu'il faut d'abord et avant tout pour les élus, c'est du courage politique. Vous savez, tout le monde parle de densification urbaine. Tout le monde est là. Mais à partir du moment où c'est le temps de faire de la densification urbaine, on a le phénomène au Québec, probablement pas ici, mais du pas dans ma cour. C'est un beau projet, mais allez le faire un petit peu plus loin. Parce que vous avez 6, 7, 8 étages, ça risque de couper le soleil, la vue, etc. Donc, on a des grands territoires en Mauricie, à Shawinigan, au Québec. Et souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est garder leur petit confort d'avant, alors que les élus doivent prendre le taureau par les cornes et de faire en sorte d'aller vers cette fameuse densification urbaine. À Shawinigan, on en a fait aussi plein de choses. On a été la première ville avec l'éclairage intelligent, donc on est allé de l'avant très rapidement en projet pilote, qui nous a servi très bien jusqu'à maintenant. On peut en parler de transport en commun. On a créé avec le bureau de l'innovation aussi. Donc, on fait un peu ce que les villes médianes doivent faire aussi comme telles. Mais je pense sincèrement qu'il faut aller un peu plus loin. J'ai créé une commission à l'époque, donc à l'Union des municipalités du Québec, qu'on appelait la Commission sur les villes intelligentes, les fameuses Smart Cities, avec le grand rendez-vous à Barcelone. Donc, j'en ai fait plusieurs endroits. Et la ville intelligente, ce n'est pas une ville qui ne fait que mettre des sensors un peu partout pour être capable de connecter des données, mais c'est une ville qui dépense intelligemment, qui dépense de la bonne façon, qui fait la restauration de ses infrastructures et qui se sert des éléments technologiques pour faire avancer la communauté. Puis mon objectif en créant cette commission, ce n'était pas de ramasser tout ça puis d'avoir des informations pour ma propre ville à Shawinigan. Bien au contraire. Ce que j'ai voulu et ce qu'on est en train de faire, c'est de mutualiser, de fédérer l'ensemble des innovations que nous avons au Québec. Et on a, je vous dirais, un cheval de bataille important. Je vois encore une fois mon ami d'IVO, Benoît, qui est là, qui s'est donné aussi comme mission de mutualiser toutes les bonnes actions, toutes les bonnes innovations qu'on est en mesure de pouvoir le faire. On peut être en compétition quand on fait du développement économique, mais on peut être aussi des partenaires. Et il y a des grandes villes, des moyennes villes, des villes médianes et des petites municipalités. Il y a 1141 municipalités au Québec. Et ce n'est pas vrai que tout le monde a les moyens, la capacité, le personnel d'aller de l'avant avec les innovations. Mais pourquoi pas faire en sorte que ceux qui en ont les moyens puissent transférer ou du moins enseigner
les bonnes façons de faire aux plus petites municipalités. Et c'est cette façon-là qu'on a commencé à travailler. Oui, la cybersécurité a fait partie de nos enjeux. Et encore une fois, ce qu'on veut, c'est d'être capable de mutualiser nos connaissances en termes de cybersécurité. Maintenant, l'intelligence artificielle. Alors, j'en ai vu des professeurs d'université qui nous ont parlé d'un côté, tout va pour l'intelligence artificielle. J'en ai vu d'autres qui nous ont dit il faut être très prudent, faire attention, l'éthique, la déontologie, tout est là au niveau de l'intelligence artificielle. Et moi, je pense un peu comme le ministre hier du ministre Barrot. Le ministre Barrot nous l'a mentionné hier. Qu'on le veuille ou pas, on devra entrer dans le monde de l'intelligence artificielle. Et si on résiste trop longtemps, toujours avec l'éthique, avec tout ce qu'il faut, mais si on résiste trop longtemps, on risque de perdre du terrain au profit de d'autres villes, d'autres municipalités qui, eux, vont décider d'aller de l'avant. Évidemment, on a beaucoup de grands experts, particulièrement à Montréal, dans le monde de l'intelligence artificielle, sur la souveraineté des données, sur la cybersécurité. Mais notre objectif, mon but à moi, en tout cas, et je l'ai fait plusieurs fois avec Benoît, et on est en train de le travailler aussi, c'est qu'on soit capable de faire ce pas éthique important en intelligence artificielle qui nous permettra, j'ose espérer, de non pas remplacer nos employés, mais d'optimiser nos façons de faire. Parce que vous comprenez que quand on va parler de services à la clientèle, qu'on parle d'urbanisme, il y a déjà des choses très, très intéressantes qui se font au Québec, au Canada et à travers le monde. Et c'est des exemples concrets qui vont permettre à des villes comme les nôtres de pouvoir optimiser leur façon de faire, mais de récupérer également des montants d'argent pour, ce qui est le cas du Québec, faire la restauration de nos infrastructures qui sont grandement déficientes. On ne peut pas parler d'urbanisation, de densification sans une mise à niveau de nos infrastructures. Donc, les enjeux sont majeurs pour nous et je pense que les villes médianes peuvent jouer un rôle fondamental dans le développement du Québec, de la France et du monde en entier. Et c'est certainement pas en faisant fi des enjeux climatiques comme nos voisins du Sud à nous, qui sont les États-Unis, le voient. Il y a un ralentissement présentement dans le marché des batteries. Donc, on voit que l'électrification de la société, comme on l'appelle souvent chez nous, a fait un petit pas de côté au moment où on se parle. Mais chose certaine, je peux vous assurer qu'au cours des prochaines années, l'électrification de la société, la mutualisation de tous ces enjeux-là va être fondamentale pour le restant. Alors, j'ose espérer que le CIVIM continuera à avoir des thèmes aussi intéressants et importants que les changements climatiques, parce que, je crois que c'est Patrice qui disait hier, ça prendrait probablement une grande catastrophe naturelle pour réaligner probablement les planètes. Parce que, chose certaine, avec les impacts climatiques que nous avons eus du côté du Québec et qu'on voit un peu partout à travers le monde, ceux qui pensent que c'est une vue de l'esprit, les changements climatiques, vont se retrouver probablement tôt ou tard ou vont laisser les enfants et les petits-enfants dans une situation qu'ils n'auraient probablement pas souhaité, eux, tout en gaspillant justement les grands enjeux de société. Alors, on a un rôle à jouer, un rôle important à jouer. Et de mon côté, j'en ai fait un bon petit bout. Je vais laisser le soin à ceux qui vont me succéder de continuer dans cette veine-là. Mais chose certaine, la plateforme de ce sommet international en est une très certainement pour rester. Merci. Merci beaucoup, Michel Anger. Alors, vous parliez du CIVIM, bien évidemment, qui va continuer encore très longtemps. L'année prochaine, pour la 9e édition, nous serons à MRC des Laurentides, avec bien évidemment Nevers Agglomération, Denis Thuriot, avec IVEO et Benoît Balmana, et puis avec la Michel Cotter, toujours avec Denis Thuriot, votre serviteur, et Quentin
Monsieur le ministre, l'innovation va-t-elle sauver la planète? On l'a compris, c'est un collectif, c'est du courage. Et sans plus attendre, je vais demander à notre hôte, Patrice Vergrit, de nous rejoindre, ancien ministre, président de la communauté urbaine et maire de Dunkerque. Vous allez voir, pour Patrice Vergrit, c'est avoir une vision, toujours une vision d'avance. On l'a évoqué ensemble, une vision d'aujourd'hui, mais une vision à moyen et à long terme. Président, je vous cède très volontiers la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Dunkerque pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir hier. La réponse à la question que vous posez, l'innovation va-t-elle sauver la planète, elle a été donnée dès la première minute, puisque la réponse était non. Donc, c'était clair. Et on est bien d'accord là-dessus. À partir du moment où on est sur un problème humain, il n'y a que l'homme pour sauver la planète et pas la machine. D'ailleurs, dans les menaces, je trouve qu'il y en a une qui est peut-être plus prégnante que les autres. C'est la manipulation des opinions publiques que permet l'intelligence artificielle à une échelle beaucoup plus industrielle pour les États que ce qu'on a connu par le passé. Et ça peut certes fragiliser des régimes comme des dictatures, mais ça peut aussi fragiliser des démocraties demain. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on a une menace supplémentaire qui pose sur nos régimes démocratiques. Donc je pense que si on doit sauver la planète, ça viendra d'une volonté humaine et d'une volonté de changement. Je voulais vous parler de la contribution, on va dire, de Dunkerque au moins à cette question et de son histoire. Dunkerque, finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, je l'ai dit hier, c'est une ville qui a été rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale, rasée à 80%, quelques centaines d'habitants le 9 mai 1945. Elle est repartie à zéro en 1945. Et donc, par une volonté étatique, elle est devenue un grand bassin industriel français, fondé finalement sur un modèle de développement qui est celui du pétrole pas cher. Finalement, Dunkerque, des années 50 jusqu'aux années 80-90, c'est la ville modèle du pétrole pas cher. On fabrique cette ville autour du pétrole pas cher et abondant. Du coup, c'est une ville de la voiture. Vous voyez, un urbanisme fait pour pouvoir se déplacer facilement en voiture. D'ailleurs, il y a encore un peu plus de 10 ans, nous étions l'agglomération en France qui avait la part modale de la voiture dans les déplacements la plus élevée. C'est une ville fondée sur une consommation énergétique irraisonnée. C'est une ville fondée aussi sur des consommations d'eau, de ressources démesurées. Et c'est une ville fondée sur l'industrie carbonée, de raffinerie, autre. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 80-90 ici, c'est l'épuisement de ce modèle. Le modèle de la ville du carbone était mort bien avant qu'on en prenne conscience. Et la vague de désindustrialisation qu'on a connue, c'est la fin d'un modèle de développement. Et si on est arrivé en 2013 à devenir l'agglomération qui perdait le plus d'habitants en France, si on enregistrait ces pertes de milliers d'emplois industriels, tout simplement parce que notre modèle de développement était déjà du passé. L'innovation principale qu'on a faite finalement ici, si on prend un peu de recul, c'est de changer de modèle de développement. Et on a basculé d'un modèle de développement fondé sur le pétrole pas cher, abondant, sur l'énergie pas chère et abondante, à un modèle de développement fondé sur la ville durable. Je ne vous rappelle pas les grands principes de la ville durable à la française, la sobriété, donc l'économie des ressources, la résilience, l'adaptation au choc, ce que disait tout à l'heure Michel, l'inclusion, c'est-à-dire c'est pour tous, pour tout le monde, et c'est démocratique, et la créativité. Si on parle d'innovation, c'est pas pour rien, c'est les 4 piliers évidemment de la ville durable. Et c'est ces 4 piliers qui nous ont orientés pour définir notre modèle de développement. Donc des nouvelles politiques publiques, une nouvelle politique économique, une nouvelle façon un nouveau rapport à la population, etc. C'est ça qu'on a fait en fait depuis 10 ans. Et donc je peux l'illustrer par quelques exemples. Modèle de la voiture. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si Dunkerque est la capitale du transport public gratuit. Ça fait complètement partie de notre changement de modèle.
Alors, comme nous étions la ville avec la part modale de la voiture la plus élevée en France, il fallait basculer de l'autre côté. On est une ville qui a voulu privilégier le transport collectif parce qu'on n'est pas le Canada avec tous ces territoires gigantesques où je suis allé. Moi, j'étais très impressionnant. On est un peu plus dense que ça, heureusement. Et donc, on a privilégié les transports collectifs. Mais on continue demain, par exemple, à interdire, par exemple, la construction de logements à plus de 500 mètres d'un arrêt de transport collectif. Donc, l'urbanisme est aussi au service d'une mobilité durable. Donc, on a complètement inversé la logique en disant l'objectif à terme, c'est de réduire la place de la voiture dans cette ville. Et on gagne. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est déjà à plus de 150% de fréquentation du transport collectif depuis la gratuité. On a diminué d'un tiers les places de stationnement en centre-ville parce qu'on n'en a plus besoin, elles sont vides, etc., etc. Et d'ailleurs, du coup, on arrive à densifier le commerce, etc., avec de nouvelles opérations. Donc ça, c'est sur la mobilité, mais j'aurais pu dire la même chose sur l'eau. Bertrand Ringot en a parlé hier, sur les déchets, nouvelle politique déchets, c'est-à-dire qu'on a choisi effectivement des politiques publiques qui constituaient en fait des ruptures. Donc c'est une forme d'innovation, innovation de rupture par rapport à ce qu'on connaissait par le passé. Et le deuxième pilier, j'ai envie de dire, de notre travail, au-delà des politiques publiques, c'était aussi la politique économique. Comment on pouvait embarquer un bassin industriel fondé sur l'industrie carbonée dans la transition écologique et énergétique. Mais déjà, il fallait embarquer les industriels, ce qui n'était pas gagné. Moi, encore en 2014, je voyais des prospects qui voulaient arriver sur le port de Dunkerque en disant qu'ils étaient contre la transition écologique. Et ils voulaient venir s'installer à Dunkerque dans le port. Je leur ai dit non. Je leur ai dit non. Pourtant, Dieu sait qu'on était... Mais parce que, pour moi... ça ne pouvait pas être une industrie d'avenir, ça gâchait du foncier qui devient une ressource rare dans la ville durable. Et j'ai dit non à un certain nombre d'industries qui ne me semblaient pas correspondre au nouveau modèle. On a privilégié une logique d'écosystème. C'est-à-dire comment, d'abord, privilégier des industries du XXIe siècle, c'est-à-dire fondées sur la décarbonation, et des industries qui apportaient un plus à l'écosystème local. Donc c'est le choix que nous avons fait. D'ailleurs, on continue à le faire aujourd'hui. On refuse que des industries viennent s'installer à Dunkerque parce qu'elles n'apportent rien à l'écosystème. Donc on travaille dans un écosystème qui se nourrit, les industries se nourrissent les unes les autres. Le principe de l'économie circulaire, mais bien plus que ça. Je parle d'écosystème. Aujourd'hui, par exemple, pour continuer sur le modèle d'une industrie du XXIe siècle, on est plutôt en recherche de projets qui génèrent de la chaleur décarbonée. Et donc aujourd'hui, les prospects qui vont arriver vont plutôt nous apporter de la chaleur, parce que c'est là qu'on a des manques aujourd'hui, de la chaleur décarbonée. Et donc aujourd'hui, on réoriente la façon dont on travaille pour produire un enrichissement de l'écosystème local. Donc on a réfléchi à ça. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut à ces industries du XXIe siècle comme ressources pour venir à Dunkerque? Alors certes, il y avait des choses un peu basiques comme... du foncier prêt à être utilisé, etc. Évidemment, on avait un atout, un port. Donc, on avait déjà des éléments. On avait aussi une main-d'œuvre avec des compétences industrielles. Donc, on avait déjà des atouts qui n'étaient pas valorisés, mais on avait des atouts. Mais il en manquait encore. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est posé les questions de l'eau industrielle. Comment on allait pouvoir finalement... On s'est dit, l'eau, dans 10 ans, ça va devenir une denrée majeure pour les choix d'implantation industrielle des entreprises. Et donc, on a travaillé largement sur les process industriels de nos industries pour économiser. L'industrie agroalimentaire comme Claire Bout, par exemple, est arrivée à Dunkerque parce qu'elle a fait d'énormes évolutions de son process. Ils ont divisé leur consommation d'eau à un niveau juste inimaginable. Parce qu'on s'est dit, si vous voulez venir à Dunkerque, dans notre écosystème, parce que vous y avez un intérêt, il va falloir faire cet effort-là sur votre process. Et donc, on a posé, effectivement, on a travaillé avec les industriels là-dessus, on les a embarqués dans cette transformation-là, et l'eau industrielle aujourd'hui n'est plus un problème à Dunkerque pour vous accueillir. Alors même que, si je reviens 10 ans en arrière, on ne pouvait plus accueillir qu'une ou deux entreprises. Aujourd'hui, on a fait un tel travail qu'aujourd'hui, ce n'est plus une limitation en termes de ressources. On a fait la même chose sur l'énergie décarbonée. Je crois qu'on est la seule agglomération en France à être candidat à un champ éolien offshore. Et ça, je peux vous dire que politiquement, quand vous parlez des limites politiques, il faut y aller en France. Mais on l'assume, je l'assume. J'assume. À un moment donné, si vous voulez rester un bassin industriel du XXIe siècle, il faut de l'énergie décarbonée, il faut du nucléaire, certes, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi du renouvelable, et ici, c'est plutôt le vent.
Et donc, c'est de l'éolien offshore. C'est difficile d'embarquer une population pour faire ça. Vous mettez des éoliennes devant une plage. Il n'y a aucun élu qui veut accepter ça. On l'a fait. Ça s'appelle du courage politique. C'est ça que tu disais, Michel, tout à l'heure. Et puis, parce qu'il nous fallait de l'électricité décarbonée. Si on n'avait pas d'électricité décarbonée, ce n'était pas la peine de rester un bassin industriel du XXIe siècle. Et donc, on l'a fait. On le fait, on continue. Le projet est en route. Il doit se traduire concrètement en 2027. On s'est posé des questions sur la chaleur. Justement, je l'évoquais tout à l'heure. La production de chaleur décarbonée, les réseaux de chaleur. On avait déjà une avance d'ailleurs, puisque la piscine qui est juste à côté, elle est alimentée depuis les années 70 par un réseau de chaleur qui est directement branché sur ArcelorMittal. Mais on a voulu continuer et développer ça. Parce que par exemple, des usines de batteries ont besoin de chaleur. Et donc de chaleur décarbonée, si vous voulez qu'elles soient compétitives demain. Donc on a travaillé, et c'est pour ça que je disais en ce moment d'ailleurs, on est plutôt en train de rechercher des industries qui produisent de la chaleur décarbonée. Donc on a fait tout ce travail en amont en disant il faut qu'on soit fort sur les ressources. Il faut que finalement on puisse séduire ces industries du XXIe siècle à travers un vrai travail de fond. Donc pour résumer, en fait, ce que je vous ai raconté hier sur les 10 ans de Dunkerque, c'est le choix d'un changement de modèle de développement, tout simplement. C'est là qu'est l'innovation. C'est une innovation de rupture. On a fait le constat que Dunkerque avait un modèle de développement fondé sur le pétrole, qu'il est arrivé en crise, et qu'on a choisi un modèle de développement autour du concept de ville durable pour se développer, se redonner un avenir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a marché. Voilà, et c'est peut-être ça le plus extraordinaire. Et ça a marché bien plus vite que ce qu'on pouvait imaginer, précisément parce que voilà, les choses se sont développées bien plus vite aussi qu'à l'avenir. Donc je reviens à ma question, est-ce que l'innovation va sauver la planète ? L'innovation technologique, certainement pas, évidemment. Finalement, la seule innovation qui sauvera la planète, c'est quand l'homme aura dessiné de manière innovante à sauver sa planète. Merci. Merci beaucoup, cher Patrice. Le temps court. Je vais me permettre, cher Patrice, de vous demander de déclarer officiellement l'ouverture de ce CIVIM 2025. Avec plaisir. Voilà. Merci. Je déclare ouvert ce 9e CIVIM à Dunkerque. Et merci pour votre présence. Voilà, il va y avoir une visite inaugurale avec tous nos amis. Je vous remercie encore. Et avec notre ami Bertrand Couturier, adjoint au maire de Nevers. Merci infiniment. Et puis, passez un bon CIVIM. Vous allez voir, il y a des choses passionnantes. Il y aura encore beaucoup de conférences tout au long de ces 2 journées. Merci encore, Patrice. Merci, Président Thuriot. Merci, Michel. Et merci à vous, Hervé.